Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Otalecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du moment, et comme en ce moment j'ai repris un bon rythme de lecture après n'avoir rien lu pendant un mois, j'espère qu'on va pouvoir enchaîner les vidéos. Sinon vous pouvez toujours me retrouver sur Twitter, Insta et me soutenir sur Utip, les liens sont disponibles en description. Bref, comme toujours, si vous voulez des idées de lecture, vous êtes au bon endroit, rendez-vous après l'intro. Tout d'abord, voici le timecode, vous pouvez skipper les mangas qui ne vous intéressent pas, mais aussi pour éviter d'éventuels spoils, car ça reste des revues de nouveaux tomes, il y a donc forcément du spoil hormis pour les nouvelles séries. Les mangas sont toujours classés par éditeur. Et histoire de changer un peu, cette fois-ci, on va commencer par le plus lourd d'entrée de jeu, avec les volumes 4 et 5 de la 6ème saison de Hippo, disponibles chez Kurokawa, ce qui équivaut au 113ème et 114ème tome de la série. Encore une fois, faites attention aux spoils quand j'aborde des suites. Bon, et bien plus le temps passe, et plus George Morikawa nous prouve qu'il maîtrise son œuvre de bout en bout. Le manga approche la 130aine de tomes au Japon, et pourtant, il continue de développer ses personnages sans le moindre mal. Le tout sans que l'on puisse ressentir un sentiment de lassitude ou un quelconque ressenti d'usure que ça traîne en longueur inutilement. Et à mes yeux, ce tour de force est dû au fait que depuis le début de l'histoire, on ne se concentre non pas seulement sur la carrière du personnage principal, mais également de ses amis, de ses coéquipiers, de ses rivaux, et surtout de son mentor. Car oui, qu'on se le dise, Takamura est clairement le god de cette œuvre. Il nous l'a encore prouvé dans ses tomes en allant décrocher une nouvelle ceinture d'envergure face à un adversaire redoutable. Un boxeur de renom qu'est Bison qui l'aura obligé à l'épuiser dans ses derniers retranchements. Et c'est même la première fois que j'ai vraiment ressenti que Takamura était en grande difficulté, que l'issue du combat était plus que jamais incertaine, et même dos au mur, il parvient à nous sortir cette masterclass. Bref, outre les gags qui fonctionnent toujours avec lui, notamment chez l'infirmière, le 5ème volume se concentre quant à lui sur une mise en avant du personnage de Sendo, qui est désormais prêt à défier le monde. Qui plus est, le petit développement réservé au journaliste Fuji était également très bienvenu, donc que demander de plus? Deux nouveaux volumes très aboutis à mettre à l'actif de ce chef-d'œuvre. On enchaîne avec l'unique nouveauté intitulée So I'm Spider So What, signé Asahiro Kakashi, d'après l'œuvre originale d'Okinababa, Tsukasa Kiryu s'occupe quant à lui des chara-design. Les deux premiers volumes que je vais aborder ici sont déjà parus chez Pika Édition. Voici un petit synopsis. Je n'étais qu'une lycéenne banale, somnolent en cours, quand soudain, une brèche s'est ouverte dans la classe, puis tout le monde s'est dématérialisé. À mon réveil, j'étais réincarné en araignée. Un petit insecte de niveau 1, coincé dans un horrible labyrinthe où le danger est partout. Pour survivre, me voilà condamné à améliorer mes compétences en affrontant des monstres comme moi et à fuir des aventuriers rebutés par mon apparence. Qu'on me donne la soluce pour échapper de cet enfer, vite, tant qu'il me reste des points de vie. Bon, si vous me connaissez un minimum, vous savez que je ne suis pas du tout un adepte du genre Isekai. Bien au contraire, je pense qu'il s'agit d'un genre qui s'est essoufflé aussi vite qu'il est venu. Pourtant, certaines œuvres parviennent à me faire mentir comme celle-ci. So I'm Spider So What m'a donc agréablement surpris de par son approche peut-être plus originale que la norme. En effet, comme mentionné dans le résumé, on suit une héroïne qui s'est réincarnée dans une araignée, on reste malgré tout dans un univers typique du genre où l'on retrouve entre autres toutes les mécaniques liées au thème du jeu vidéo, comme le cumul d'XP pour monter en level, afin d'acquérir de nouvelles compétences, etc. Des compétences qui restent liées aux caractéristiques d'une araignée, donc ça offre des possibilités plus restreintes pour survivre, et c'est ici que ce manga parvient à se démarquer à mes yeux. On est donc bien plus penché sur l'analyse, car l'héroïne évolue dans un univers impitoyable où elle doit survivre en étant complètement désavantagée à cause de son nouveau corps. Une nouveauté assez plaisante à lire que je vous recommande donc si vous êtes des fans ou non du genre Isekai. Toujours du côté de Pika Édition, on continue avec ma comédie romantique préférée, à savoir The Quintessential Quintuplet. Bon, c'est clairement une relecture pour ma part car j'ai déjà lu le manga avant qu'il sorte en France, et au passage, je vous invite à aller voir mon autocritique sur la série si jamais vous l'avez loupé. Du coup pour cette fois, on va revenir sur les tomes 4 et 5 de Gotobu no Nayome. Alors j'apprécie très fortement les relectures car en général, elles nous permettent d'aborder une œuvre de façon totalement différente. Une toute nouvelle approche s'offre alors au lecteur qui peut davantage se concentrer sur la narration de l'auteur que sur l'aspect découverte. Et ici, The Quintessential Quintuplet se révèle très intéressant car si vous ne le savez pas, il s'agit d'une romance dont la narration est parfaitement maîtrisée. Contrairement à d'autres séries dans le même genre, dans Gotobun, on nous propose pas un rythme épisodique donnant souvent l'impression de faire du surplace et de s'éloigner du sujet principal. Au contraire, chacun des chapitres sert la narration et permet de faire avancer l'intrigue ainsi que le développement des personnages. Et quand on connaît déjà l'identité de la mariée, je vous assure que c'est tout aussi intéressant à suivre, puisqu'on se rend très vite compte que Nege Aruba avait disséminé des indices plus tôt qu'on ne le pensait, et voilà, c'est assez intéressant à suivre. En tout cas, c'est un réel plaisir à lire et à relire, je dois dire que j'affectionne particulièrement l'ambiance chaleureuse de ce manga. Et enfin, pour finir du côté de Pika Édition, passons au 10ème et dernier volume du manga Origin du grand Boichi. Ne vous en faites pas, je ne vais pas spoiler la fin, mais tout simplement partager mon ressenti global sur l'œuvre maintenant qu'elle est arrivée à son terme. Et bien pour moi, il s'agit de la série la plus aboutie de Boichi.
J'ai encore du mal à la départager de Sunken Rock en termes d'affect, mais je trouve tout de même que l'auteur a su passer un cap avec Origin. Moins de Heishi, moins de fanservice pour mieux se concentrer sur le scénario, bon même si dans ce tome il me fait un peu mentir côté il y a pas mal de fanservice. Une série en 10 tomes qui aura su me captiver jusqu'à la fin, une fin largement convenable qui plus est, et c'est assez rare pour être souligné. Et c'est peut-être le fait qu'il s'agisse d'une série assez courte qui fait la différence au final puisque Boichi est allé droit au but contrairement à l'OM, quasiment aucun temps mort et un rythme dynamique tout au long du manga. Que dire de plus sans trop spoiler, ce dernier volume est forcément riche en action, en révélations, en développement et forcément en réponses. Des réponses pour notre héros Origin. Une histoire qui se sera révélée très humaine alors que paradoxalement, elle aborde le thème des robots et de la science-fiction pour mieux soulever des propos de société. Donc c'est clairement un manga que je vous recommande et si je devais lui mettre une petite note avec du recul, ça serait un petit 8 sur 10, enfin un bon 8 sur 10. On passe au second volume de Mauvaises Herbes disponible aux éditions Le Lézard Noir. Je vous avais déjà parlé du premier tome qui m'avait beaucoup plu et celui-ci se place dans sa parfaite continuité. Ce n'est clairement pas un manga à mettre entre toutes mains, je préfère le rappeler puisque l'auteur soulève des thématiques et surtout des problématiques très fortes. L'ambiance est pesante, c'est touchant et même plus que ça, c'est surtout poignant. On suit l'histoire de la jeune Shiori à qui la vie ne sourit aucunement. En proie à la solitude, maltraitée par sa mère et totalement déboussolée, elle retrouve un semblant de bonheur en compagnie de l'inspecteur Yamada. Et là, ce dernier voit fortement en Shiori la fille qu'il a perdue, ce qui aide un peu à les rapprocher, mais malheureusement, cela donne aussi l'impression à Shiori de ne pas exister. Il en va de même lorsqu'elle tente de se faire de nouveaux amis après une longue période de dépression passée loin de l'école. À son retour, tout se passe bien jusqu'à ce que les rumeurs autour de son passé et son mal-être la rattrapent. Bien entendu, je préfère ne pas rentrer dans les détails, mais comme je l'ai dit, c'est une histoire très touchante. On s'attache à cette pauvre jeune fille tout en espérant qu'elle ne pourra ne serait-ce qu'un instant aspirer au bonheur, car pour le moment, tout semble définitivement s'effondrer autour d'elle. Dans la même veine, on enchaîne avec le 7ème opus de Les Liens du Sang disponible aux éditions Kiun. Probablement le meilleur volume de la série pour le moment puisque tous les ingrédients sont au rendez-vous. Entre des révélations qui éclatent au grand jour, concernant notamment le réveil de Shigeru qui casse rapidement une scission familiale totale et naturellement inévitable, un Seishi troublé qui ressemble de plus en plus à sa mère, nous donnant la forte impression d'être plus que jamais déboussolé face à des événements qui le dépassent, l'éloignant par la même occasion de sa petite amie qui se retrouve plongée dans une injuste et une triste incompréhension, et Seiko, toujours cette mère si protectrice semblant elle aussi sombrer davantage dans la folie, et même bien plus que ça. Cela ne fait plus aucun doute, elle a vécu un véritable traumatisme par le passé qui lui a laissé des traces indélébiles, des événements marquants qui ont des répercussions directes sur sa famille et plus particulièrement sur le présent et l'avenir de notre jeune Seishi. Avec en prime des dessins toujours soignés et épurés de la part de Shuzo Oshimi, permettant de laisser parler pleinement les sentiments et les ressentis de ses personnages, tout cela nous donne un tome tout bonnement excellent. Un peu de manga français avec le 14e volume de l'excellent Radiant disponible aux éditions Ankama. Un tome que j'ai bien tardé à lire et franchement quand je vois le niveau proposé encore, je regrette de pas vous en avoir parlé plus tôt. Même si bien sûr j'ai déjà abordé pas mal de fois Radiant sur la chaîne, attention quand même, un minimum de sérieux ici. Plus sérieusement, c'est encore une fois plus que jamais validé et je vous encourage vivement à vous mettre au manga si ce n'est pas déjà fait car il surclasse tellement l'anime en tout point. Et j'insiste, rien que sur le style de Tony Valent qui nous régale toujours plus les yeux à chaque nouvel opus, ça devrait suffire à vous convaincre mais bon. Dans le rythme et l'intensité dégagée, le manga est bien supérieur également. J'aime beaucoup cet arc pour le moment car comme il nous a habitués maintenant, l'auteur prend le temps de poser les bases de l'intrigue pour mieux contextualiser son arc et en parallèle apporter toujours plus de profondeur à ses personnages. Des personnages que je kiffe totalement car leurs motivations ne sont pas toujours transparentes. J'entends par là que certains jouent un petit peu sur les deux tableaux, ils sont loin d'être tous clairement manichéens. Suivre des personnages aussi nuancés rend forcément l'histoire de plus en plus intéressant à suivre. Ajoutez à cela un power-up pour notre héros qui disons-le est classique mais cela va certainement être bien utilisé donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Bref, on va faire simple, le tome est excellent donc lisez Radiant. Changement de registre avec le 19ème opus de Inamono Sumo disponible chez Glénat histoire de causer un peu de sport. Je vous cache pas que j'ai grandement apprécié la partie dédiée aux sumo lycéens donc j'appréhende beaucoup le monde pro. Ce 19ème volume entame donc la deuxième partie du manga réservée au monde du sumo professionnel justement, donc pour le moment ça reste cool à lire, mais j'espère que ce ne sera pas l'arc de trop. À mes yeux, l'auteur a déjà démystifié le grade de Yokozuna en faisant apparaître un nouveau personnage qui s'est emparé de ce titre comme une fleur. C'est un peu dur à avaler, mais bon, ça a le mérite de donner un objectif commun aux différents lutteurs, les personnages vont donc devoir se donner les moyens d'atteindre ce nouveau but. Un nouveau but qui ne diffère pas vraiment de ce qui était initialement prévu, peu importe l'identité en vrai du Yokozuna qu'il doit faire tomber. Mais c'est vraiment le grade en tant que tel qui a perdu de son prestige à mes yeux. A voir comment Kawada va parvenir à maintenir la bonne dynamique de la première partie du manga, car là aussi ça va être compliqué. Le fait de suivre un lutteur aussi petit qu'Inomaru Sumo dans un sport de combat où la taille et le gabarit ont une extrême importance dans l'issue des combats, cela était déjà une contrainte de base. Disons que j'ai peur que le concept finisse par s'user sur le train en longueur car il reste encore 9 tomes avant la fin du manga. Donc à voir comme je l'ai dit, ça reste sympa à suivre mais je tenais à vous partager mes appréhensions quant à la suite de l'histoire. Avant-dernier manga de cette série de reviews et on va bien sûr causer des tomes 8 et 9 de l'excellentissime Tokyo Revengers.
Si jamais vous ne vous êtes toujours pas mis à cette dinguerie, je vous invite à aller voir mon note à break, car ici je vais méchamment spoiler le contenu de cet tome, ou du moins, ce qui équivaut à l'apparition française bien sûr. Vous êtes prévenus. 2 tomes absolument fantastiques, bien que je sois à jour sur l'apparition japonaise qui est bien plus avancée, j'ai pris un plaisir fou à relire ces tomes. Tout y est, que ce soit émotionnellement parlant au vu des événements tragiques présents, des morts marquantes qui ont à la fois leurs répercussions dans le passé, mais surtout dans le présent de Takemichi, qui ne cesse de changer radicalement. Il change du tout au tout, et ce de façon négative, malgré tous les efforts de Takemichi pour changer les choses à travers ses actions dans le passé. L'histoire est toujours aussi prenante, ça se lit à une vitesse, c'est dingue. Notre héros se retrouve plus que jamais impliqué dans de sales affaires, et pire encore cette fois-ci, c'est lui qui est à l'origine de la mort d'Anna. Les événements le dépassent totalement pendant que Kisaki continue d'avancer ses pions dans l'ombre. Et pour couronner le tout, le 9ème tome entame également un nouvel arc centré sur les Black Dragons, et croyez-moi, celui-ci est tout aussi exceptionnel que les précédents. J'ai très hâte de vous en parler plus en détail, donc rendez-vous au 10ème tome, et surtout lisez Tokyo Revengers d'ici là si ce n'est pas encore fait. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je vous propose une grosse mise à jour sur Demon Slayer avec notamment les tomes 9, 10, 11 et 12 disponibles chez Panini. On entame cette fois-ci un nouvel arc qui se déroule directement après celui qui adapte le film, donc faites plus que jamais attention au spoil. Et je suis content de pouvoir enfin vous en parler car il s'agit de mon arc préféré du manga. Nos héros s'aventurent donc dans le quartier des plaisirs pour enquêter sur des disparitions mystérieuses avec l'aide du pilier Tengen Uzui, un pilier que je surkiffe et qui est enfin mis en avant dans ces volumes, mais bien plus plaisant encore, mon coup de cœur revient au démon Daki, la 6ème lune supérieure impliquée derrière ces mystérieuses disparitions. Au-delà de son apparence de femme fatale, elle est à l'image de cet arc et même du manga j'ai envie de dire. Une ambiance ténébreuse, une tension pesante, des mystères et comme toujours, son lot d'action pour nous ravir les yeux. Comme toujours, Koyoharu Gotoge nous prouve tout son génie, que ce soit en termes de chara-design où elle sait constamment se réinventer, ou bien dans les chorégraphies de ses combats qui transpirent toujours autant la classe. L'arc gagne également en intensité au fil des chapitres pour laisser place à son lot d'émotions, d'autant plus décuplé lorsque Nezuko entre en scène pour sauver son frère. Une jolie mise en avant pour notre héroïne qui en avait bien besoin après avoir passé 3/4 de son temps à subir le scénario à quelques exceptions. Ici, elle nous prouve une fois de plus qu'elle sait faire face à l'adversité quand le sort des autres repose sur ses épaules. Une belle démonstration de force et de conviction matérialisée par une superbe transformation, quoi de plus pour rendre ce combat encore plus spectaculaire. Et cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, Gotoge nous montre qu'elle sait toujours aussi bien apporter une certaine part d'humanité à ses démons, de quoi les rendre toujours plus touchants tout en rendant les combats plus émouvants. 4 excellents volumes en somme. Sur ce, la vidéo est terminée, donc j'attends vos retours dans les commentaires comme d'hab, que ce soit sur la vidéo en elle-même, les mangas concernés ou tout simplement pour me partager vos lectures du moment. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez également me retrouver sur Twitter et Instagram ou encore me soutenir sur Utip, tous les liens sont toujours disponibles en description. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.